Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo rapide dans laquelle je vais vous exposer rapidement quelques points sur l'épreuve de la session 2018, section MP, Math 1, du concours national commun marocain. Donc le concours intitulé à propos des zéros des fonctions de Bessel d'indice entier. Les fonctions de Bessel sont intervenues dans plusieurs épreuves. Donc on peut les reconnaître sous forme de leur équation différentielle caractéristique ou leur expression sous forme d'une série entière. Par exemple, cette équation-là, où vous voyez donc le paramètre n, c'est une des équations qui caractérise les fonctions de Bessel. Alors, je vais vous parler dans cette épreuve de quelques points qui concernent les équations différentielles. Parce que même si vous lisez le cours, il y a souvent des élèves qui ont du mal à savoir quelle est la partie du cours qu'il faut appliquer, comment l'appliquer, etc. En outre, l'application, quand on a un théorème sous sa forme théorique, l'application c'est aussi un art dont il faut être habitué. Il ne suffit pas de connaître l'énoncé pour savoir donc appréhender avec des problèmes. Il faut pratiquer. Alors, d'abord, je commence par vous dire que les équations différentielles du second ordre, il y a deux types dans la forme. Soit vous avez une équation comme celle-là, dite résolue, telle que le coefficient qui est derrière y seconde, donc comme vous le voyez ici, c'est 1. Donc on peut l'écrire sous la forme y seconde plus d'autres combinaisons de y prime y égale à 0. Et l'équation non résolue comme celle-là. Donc vous voyez ici que derrière y seconde, il n'y a pas 1, le coefficient 1, mais il y a une fonction qui est x au carré. Alors, la différence entre les deux, c'est que le terme de Cauchy-Lipschitz, pour l'appliquer, il faut avoir cette forme, outre la continuité des autres fonctions. Donc, si vous avez une équation résolue, plus la continuité des fonctions coefficients de y' et de y, vous pouvez appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz. Nous allons voir que dans cette épreuve, il y a une question qui demande l'application de Cauchy-Lipschitz. Par contre, quand vous avez cette forme-là, vous ne pouvez pas appliquer Cauchy-Lipschitz. Alors pour pouvoir l'appliquer, il faut se ramener à une équation comme la première. Et pour ce faire, il faut diviser par le coefficient derrière y seconde. Mais pour diviser, on ne peut pas le faire n'importe comment, mais il y a des conditions sur la variable qui proviennent de la nature de cette fonction, et précisément c'est 0. Alors, pour cette fonction x carré par exemple, il a un seul 0, c'est 0. Donc on peut diviser à condition d'être dans R plus étoile ou R plus étoile ou R moins étoile, c'est-à-dire les intervalles moins l'infini 0 ouvert ou 0 plus l'infini ouvert. Alors quand on divise par x carré, on travaille sur l'un des intervalles, on peut appliquer Cauchy-Lipschitz. Si nous désirons obtenir des solutions sur R, il faut voir les solutions obtenues sur chacun des intervalles et essayer de les raccorder si c'est possible. Voilà donc le premier point intéressant. Parfois l'épreuve commence par vous guider. C'est le cas ici dans la question, la toute première question, 1, vous voyez qu'on vous propose de faire un changement d'inconnu en posant v de t est égal racine de t i de t. Alors plusieurs élèves prennent le relais et dérivent directement sous la forme brute donnée, alors que personnellement, je peux vous dire qu'il y a une autre façon de faire en inversant cette relation, en exprimant i de t en fonction de v de t. Il peut peut-être vous faciliter la tâche parce que vous allez tomber directement sur l'équation différentielle désirée. Parce qu'en écrivant i de t en fonction de v de t, vous allez exprimer les dérivées successives de i en fonction de celle de v, vous allez remplacer dans l'équation, et puis vous allez obtenir donc une équation directement en v. Personnellement, je préfère écrire i de t est égal t à la puissance moins 1 demi v de t. Autrement dit, j'utilise pas le radical. Bon, quand vous avez donc sous cette forme-là, la dérivation sera plus facile. Donc vous dérivez une première fois, vous simplifiez l'expression, ensuite vous dérivez une seconde fois, vous allez remplacer ici en mettant à la place de y
y prime y seconde, vous allez mettre u prime y seconde, et vous allez obtenir une équation différentielle en V. Voilà. Après, vous allez démontrer que V est une solution non identiquement nulle, ça veut dire vous allez démontrer qu'il ne s'annule pas partout, c'est-à-dire il existe un point où il est non nul. Ça c'est facile parce que vous avez la relation entre U et V. Donc la fonction U n'est pas identiquement nulle, donc il est très facile de déduire que V n'est pas identiquement nul. Parce que si V était identiquement nul, donc on aurait ce produit identiquement nul, donc U serait identiquement nul. Voilà, parce qu'on est dans R plus étoile. Puis, dans la deuxième question, on vous propose de chercher une solution développable en série entière en quelque sorte. Et vous voyez qu'on vous guide aussi parce qu'on vous donne la forme, puis on vous dit qu'est-ce qu'il faut trouver. Donc vous allez trouver une relation de récurrence, comme ça. Pour les élèves qui ont du mal à répondre à cette question, ils peuvent admettre ce résultat et passer à la question 1, 1, 2, 2. Donc à ce moment, vous allez trouver le résultat définitif. Et il faut faire attention ici parce que n, ce n'est pas une variable, c'est un paramètre. Il est fixé une fois pour toutes. Et bien sûr, c'est quelque chose dont dépend l'équation différentielle. Après, l'objectif étant de trouver une solution développable en série entière, le fait de trouver les AK, etc. ne suffit pas, mais il faut chercher est-ce que la solution trouvée, est-ce que la fonction trouvée, sous forme d'une série entière, admet un rayon de convergence strictement positif. Donc c'est pour cela qu'on a posé cette question-là. Et là, vous devez faire attention parce que ici, c'est une série complète, il n'y a pas de lacune. Donc on peut appliquer par exemple la règle d'Alembert. Alors qu'ici, c'est lacunaire, il y a donc des lacunes pour les rangs impairs. Donc il ne faut pas se précipiter sur d'Alembert. Si vous voulez appliquer d'Alembert, il faut considérer la série de variables t à la puissance k, puis appliquer d'Alembert, chercher le rayon, et voir quand est-ce que la norme de Z2 est inférieure au rayon que vous avez trouvé. Donc le module de Z2 est inférieur au rayon que vous avez trouvé. Donc si vous trouvez par exemple R égale à 7, alors notre rayon ça va être racine de 7. Bon. Ensuite, on trouve ici justifie que la fonction de indice G indéfinie par, etc. est une solution de l'équation différentielle. Alors là, il faut être réveillé parce que il faut lier avec les questions précédentes. Dans la suite du problème, on note Gn, la fonction définie par Gn de t est égal à ça. Donc, on commence à travailler la localisation des zéros. Alors, la localisation des zéros, c'est très important. Et je passe directement à la partie 3, dans laquelle on va voir plusieurs choses. La première chose, vous avez une équation différentielle résolue. Voilà. Parce qu'elle commence par y seconde, le coefficient c'est 1. Une autre aussi qui est résolue, qui est un cas particulier de la première. Et là, vous voyez la question. Et justifie que pour T0 appartenant à I, et tout couple x0, x', 0 de réel, il existe une unique solution I de l'équation différentielle, définie sur I telle que U de T0 égale x0 et U' de T0 égale x'0. Alors là, c'est le théorème de Cauchy-Lipschitz. Dès que vous voyez l'unicité et les conditions initiales, vous devez donc être en mesure de penser à Cauchy-Lipschitz. Il faut donc appliquer soigneusement Cauchy-Lipschitz en signalant que les fonctions phi et psi sont continues et en signalant aussi que sur l'intervalle i en question, et dans la conclusion, vous devez dire que l'équation admet une solution unique qui vérifie ses conditions initiales et qu'elle est globale, ça veut dire qu'elle est définie sur l'intervalle i tout entier. C'est ça le théorème de Cauchy-Lipschitz, linéaire. Alors les zéros. Les zéros, je vous recommande de travailler cette partie, donc la partie 3 qui comprend les questions 3.1, 3.2, 3.3 et jusqu'à même 3.3, voilà, jusqu'à 3.3. Donc, dans 3.4, dans cette question, on pose, etc. Ça nous montre que les zéros, voilà, 3.4 aussi à faire. Voilà. Et 3.5. Voilà, disons toute la partie, toute la question 3. Toute la partie 3, pardon. Alors, la partie 3, c'est vraiment importante à travailler tout entière.
parce qu'il traite le classique des zéros d'une équation différentielle, des solutions d'une équation différentielle. Notamment, vous allez découvrir que les zéros constituent un ensemble qui ne contient que des points isolés. Autrement dit, quand vous faites les zéros sur un segment contenu dans I, vous allez trouver qu'il y a un nombre fini de zéros. Et ça, c'est vraiment important à faire parce que c'est très important à connaître en relation avec les équations différentielles. Et pour le concours, ça vous sert parce que c'est un thème qui est très abordé. Vous voyez qu'il y a le terme de Bolzano-Weierstrass que vous allez essayer de vous rappeler vous-même et l'appliquer dans cette question-là. Voilà. Et on passe donc à la dernière partie, les rationalités des zéros de la fonction de Bessel, etc. Ça, ce n'est pas en grande relation avec les séquadifs, mais il y a des techniques utilisant les polynômes, etc. Bon, moi, mon but était de parler un peu de ce qui est en relation avec les équations différentielles. Si vous avez des questions sur le reste, vous n'avez qu'à les signaler. Voilà pour cette petite vidéo et merci pour votre attention et à la prochaine courte vidéo, Inch'Allah.